Alors, j'ai dit comme quoi que c'est un motif très fréquent de consultation, d'hospitalisation, que ce soit aux urgences ou bien au milieu de réanimation. Alors, euh, pour détailler ce chapitre, tout ce qui est toxicologie aiguë, tout ce qui est intoxication, alors on va suivre un plan. Alors, d'abord, on va commencer par un cas clinique, définir c'est quoi une intoxication, comment poser le diagnostic d'une intoxication et bien sûr les principes de la prise en charge. Alors, vous étiez de garde et vous recevez un patient de 26 ans, alors sans antécédent, à part pour tout ce qui est toxique, un tabagisme, admis pour détresse neurologique et respiratoire, précédé d'une douleur abdominale, nausées, vomissements, rapportés par la famille. Et au cours de l'hospitalisation, ou bien de son admission, c'est un patient qui est inconscient, 8/15, pupille en myosis, qui est normotendue, tachycarde, polypnéique, avec une saturation à 88%. Bien sûr, il est apéritif, une glycémie qui est correcte à 1,2. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la boîte mail, comme ça je vous envoie maintenant le cours. Vous le partagez entre vous. Asma, bonsoir. Asma, Oui, oui, ça va les baisses? ça va, alhamdoulilah. ما بغاش تبارطاج avec les diapos. في الأول كان كل شيء مزيان مي ابخي j'avais un peu d'abord ما كيعطينيش لا مان كاريمون pour partager l'écran. اش يبان لك لتحت ما كانش هذاك لو بوتون فير. كاين لو بوتون ديال partager l'écran mais ما كيعطينيش ليه لا مان comme les autres participants discuter réaction et tout. لا واش tu as essayé de partager les diapos? Oui, j'ai essayé de les partager au début. Oui, Donc, أنا كيتبارطاجاو عندي كيطلع لي comme quoi que c'est oui, partagé. Mais oui. après, pour les Les participants, ils participants ما n'arrivent pas à تيبانش voir ليهم. l'écran. J'ai واخا quitté نديرو عليه. la réunion, j'ai recommencé dès le début, mais d'abord, ما بقاش عطاتني carrément هذاك la main, هذاك le bouton ديال partager l'écran. واخا. Alors, les amis, شكون اللي خدام دابا بيسي فيكم؟ هشام حسيت là? Est-ce que quelqu'un travaille sur PC? Les amis, les amis, vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est sur son PC? Vous pouvez me répondre quand même. Il n'y a pas de malheureusement, c'est pas la fin. Non, oh, ça fait. Pardon? Qui est sur son PC? Qui est sur son PC? Qui travaille sur son PC? Débat de la promo Professeur, pour le moi je scouting, travaille hein? sur PC. Qui, Aaron, c'est qui? Aaron. oui, Alors, oui. Aaron, écoute, euh, envoie-moi envoie ton mail sur le chat, Aaron. On va régler ça. Aaron, envoie ton mail Professeur, sur le fil du chat. Envoie ton mail. Alors, Oui? Asma, tu peux m'envoyer le cours ديالك ولا في هذا الميل هذا اللي صيفط لك ارون ولا صيفط لي Oui, انا bien sûr. le cours صيفط لي أنا dans نصيفط mon له mail دابا. ولا sur WhatsApp sur WhatsApp. Aaron, tu écris ton mail. professeur,
Oui, Je viens d'envoyer où ça? Tu l'as envoyé où? sur le chat. Il n'y a rien qui arrive sur le chat. J'ai envoyé. Euh, Tu l'as envoyé peut-être à quelqu'un d'autre. Et écris à tout le monde. Tu écris à tout le monde. Non, Ah, mais c'est ok. pas possible, vous êtes au sixième mois à ne pas maîtriser ça, c'est un peu gênant. Aaron, tu peux m'envoyer ton mail sur mon WhatsApp, c'est plus simple. Allez, on va faire comme les archaïques. Allez. Aaron, envoie-moi ton mail sur WhatsApp. Je vais vous avoir, professeur. Ben, ça ne demande pas 30 secondes. Alors pour les autres, je ne sais pas comment vous suivez sur téléphone portable. Normalement, vous devez être sur bureau et PC. Alors, j'ai ton mail. Asma, envoie-moi Oui, tes diapos, s'il te plaît. Asma, mhm. Oui, envoie-moi tes oui. diapos sur Très bien. WhatsApp si Voilà. possible, il n'y a pas de problème. Alors, ils sont arrivés, je vais les télécharger. Je suis en train de les très bien. Alors, je vais les envoyer à Aaron. Aaron, Professeur, écoute, tu vas rentrer sur ton mail dans 10 secondes. Rentre maintenant sur ton mail, s'il te plaît. Tu es rentré? Je partage déjà ici dans... Alors, j'ai mis déjà les diapos sur le chat que vous pouvez télécharger. Aaron, monsieur Aaron, les amis, est-ce que vous avez vu le document sur le chat? Les amis, est-ce que vous avez vu le document sur le chat? Vous serez bien gentil de me répondre. Très bien, téléchargez-le. Téléchargez-le sur votre téléphone. Vous pouvez déjà suivre ça. Aaron, tu es là? oui, professeur. Alors, est-ce que tu as trouvé le mail que je t'ai envoyé? Aaron, c'est très simple, oui ou non? Je vois. Dans les téléphones, c'est déjà arrivé, mais je suis en train de voir dans la machine. Vas-y, je veux que tu le vois à travers la machine. J'ai vu. Tu l'as? Oui, oui, professeur. Alors, télécharge-le. Tu l'as téléchargé. Oui, c'est fait. Ouvre-le. Il est ouvert chez toi. Oui, oui, c'est bon. Il est ouvert chez toi. Bien, Oui, oui, c'est c'est ça? ouvert. Oui, 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 Alors oui, maintenant, professeur. reviens sur Zoom. Tu es revenu sur Zoom. Oui, oui, j'y suis. Alors, tu as un petit bouton vert au milieu où c'est écrit partager. Oui, oui. Appuie sur partager. Tu as appuyé. Oui, j'ai appuyé. Alors, cherche le document que tu as ouvert, le PowerPoint. Tu l'as localisé. Oui, j'ai localisé. Clique deux fois dessus. Très bien, ça vient. Alors, mets-le en diaporama, s'il te plaît, et commande. Ferme c'est-à-dire, alors, PowerPoint, connectez-vous pour dématérialisation. Non, 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 non. Ne peut, ne pas, se connecter, non. Le truc qui est dessous.
La deuxième ligne. Tu appuies sur la deuxième ligne. Voilà. Oui. Ferme tout ça. Ferme. Mets J'ai fermé. diaporama. Mets diaporama maintenant. Est-ce que tu peux défiler les diapos parce que tu n'as pas d'office sur ton ordinateur? Comme Est-ce ça? que, est-ce que tu peux juste défiler les diapos? Tu arrives, non? Oui, oui, j'arrive à cas clinique. Non, mais ça bouge pas chez nous parce que tu n'as pas d'office sur toi. D'accord? Bon, Tu as compris? Tu n'as pas oui, de PowerPoint H. Alors écoute, Aaron, tu es toujours là? oui, je suis là, professeur. Je vais le transformer en PDF. 2 secondes, 2 secondes. Et je vais te le renvoyer sur ton sur ton PC. Tu vas le retélécharger. Ok, D'accord? professeur. Arrête le Professeur, partage de celui-là. Arrête le partage de celui. Arrête le partage. Alors écoute. Aaron, tu m'écoutes? professeur, Alors, arrête le partage de ce que tu as. Partage. Il y a une petite flèche. Voilà, très bien. Pars maintenant sur ton mail. Pars sur ton mail. j'ai téléchargé. Tu as trouvé le deuxième document? Oui, j'ai trouvé, professeur. Il est en PDF. Oui, oui, j'ai trouvé. Très bien. Ouvre-le. Tu as ouvert. Oui, oui, j'ai ouvert, professeur. Maintenant, reviens à partager. Tu as trouvé? Très bien. Ça vient. Excellent. Alors, euh, est-ce que tu peux, non, tu peux agrandir l'écran? Les amis, est-ce que vous arrivez à voir l'écran partagé d'Aaron? Oui. Aaron, va vers la deuxième diapo. Aaron, très bien. Clique dessus. Très bien. Troisième diapo. Quatrième. Alors, tu sais, sur Zoom, tu vois le Zoom 100% et tout. Vous, Diminue un vous peu, dites, diminue un peu. Tu fais 95. Voilà, diminue. C'est bon, c'est bon. Et maintenant, tu vas ok, suivre Madame Daffer, OK? Tu as compris? Aaron, professeur, tu as compris? je, elle est en bas, je crois. Qu'est-ce qui est en bas? C'est bon, Le tout va pro- bien. Maintenant, tu vas suivre le rythme de Madame Daffer. Est-ce clair? Ah, ok. C'est bon? C'est bon, professeur. Allez, vous continuez. Merci. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Et Allah, Daffer, bon courage. Go. D'accord, merci beaucoup. Rebonsoir, je m'excuse pour ce retard. Alors, ce soir, on va voir toxicologie aiguë, tout ce qui est intoxication, qui est un motif fréquent de consultation, d'hospitalisation, que ce soit au service d'accueil des urgences ou bien au service de réanimation. Alors, pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord, on va commencer par cas clinique, définir c'est quoi une intoxication,
donner un peu d'historique, un peu d'épidémiologie. Après, comment diagnostiquer une intoxication, comment prendre en charge un patient intoxiqué et bien sûr, on va dire un petit mot, on va dire un petit mot concernant le centre antipoison pour spécificité pédiatrique avant de conclure. S'il vous plaît, j'entends du bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez les micros. Alors, on va commencer par un cas clinique. Vous étiez de garde au service d'accueil des urgences. Vous recevez un patient plutôt de 26 ans, sans antécédent, admis pour détresse neurologique et respiratoire, précédé par une douleur abdominale, des nausées, une agitation, des crises convulsives tonico-cloniques généralisées. Le patient est inconscient, il a un Glasgow à 8/15, les pupilles sont en myosis, elle est normotendue, elle est tachycarde à 130 battements par minute, polypnéique à 28 cycles par minute, avec une saturation à 88%. Apéritique, glycémie capillaire, elle est à 1,2 g par litre et il y a la notion d'hypercialorée. Alors, c'est quoi votre diagnostic? Oui, je sais, c'est une intoxication, mais il y a d'autres diagnostics différentiels. Et c'est quoi les signes qui vont vous pousser à évoquer le diagnostic d'intoxication? Vous pouvez activer vos micros et répondre. Oui, il y a un, c'est le jeune âge. Bien sûr, les signes cliniques, tout ce qui est crise convulsive, agitation, douleur abdominale, bien sûr, notion de nausées, vomissements. Et bien sûr, à l'examen clinique, c'est la tachycardie, le myosis et la détresse neurologique. Alors, bien sûr, ça, c'est les diagnostics à évoquer. Il faut penser à ça. Mais en même temps, il faut faire des gestes d'urgence. Qui sont quoi? Donc, toujours, il faut agir. En même temps, réfléchir au diagnostic. Donc, devant ce patient, qu'est-ce que vous allez faire? Oxygénation, oui. Gaz du sang, ECG. Ça, c'est tout ce qui est paraclinique, c'est tout ce qui est après ECG. Mais je parle, oui, c'est ça, c'est mise en condition. Vous voulez dire quoi par vous voulez dire quoi par mise en condition? Oxygénation, voie veineuse. Libérer les voies aériennes, oui. Alors, bien sûr, mise en condition. Pour la mise en condition, il faut techniquer le malade. Bien sûr, monitorer le patient. Monitorage au début qui est basique, simple, fonctionnel, qu'on peut, même avec ce monitorage, déplacer le malade. Donc, monitorage simple, c'est à base de monitorage de la pression artérielle non invasif, juste le brassard, l'électrocardioscope, c'est les patchs, le CG, et bien sûr la saturation. Prendre de glycémie déjà faite et après, bien sûr, l'oxygénation. Mais moi, 8/15, je vais l'intuber pour protéger les voies aériennes. Déjà, donc 8/15, elle a convulsé. Déjà, donc elle est en train de désaturer 88%.
elle est polypnéique, donc elle a une hypersialorée. Donc, systématiquement, moi, je vais l'intuber à l'admission pour protéger les voies aériennes. Bien sûr, une réhydratation ou une perfusion et une sédation en attendant d'explorer. Pour l'exploration, je vais faire un scanner cérébral. Oui, bien sûr, on va l'aspirer. Qui dit intubation dit aspirer. Scanner, on va faire un scanner cérébral. C'est une détresse neurologique, donc c'est vrai, on est orienté, on a pensé à l'intoxication, mais il faut toujours éliminer une origine organique. Docteur Fouzia, pour la sédation, ce n'est pas notre sujet, mais je vais vous répondre par la suite. Mais maintenant, on est en train de prendre en charge un patient intoxiqué. Alors, je viens de dire scanner cérébral. On a un patient qui a une détresse neurologique, donc un scanner cérébral, pour éliminer une étiologie organique à cette détresse neurologique. Scanner thoracique, c'est un patient qui est en train de désaturé, qui est polypnéique, donc toujours qui dit détresse neurologique, il faut explorer le thorax. L'ECG, elle est systématique, un bilan biologique et bien sûr une ponction lombaire. Alors, les diagnostics, bien sûr, c'est une intoxication au raticide. L'hypersialorée, détresse neurologique respiratoire qui est secondaire à la détresse neurologique, puisqu'elle est en train d'inhaler. L'hypersialorée, myosis, tachycardie, il faut penser à l'intoxication au raticide. C'est quoi une intoxication? Qui peut me définir c'est quoi une intoxication? Observation du métabolisme cellulaire. C'est quoi une intoxication? Présence, exposition, l'importance de la gestion, surdose. Alors, une intoxication, c'est une exposition à une substance affectant de façon négative la fonction d'un système dans l'organisme. C'est ça la définition de... La définition d'une intoxication. Donc, c'est une exposition à une substance affectant de façon négative la fonction d'un système dans l'organisme. Des fois, on parle d'une exposition non toxique. Donc, c'est-à-dire, c'est l'exposition à une toxine, mais sans effet délétère. Des fois, par exemple, prendre une très petite dose de raticide, donc il ne va pas donner des signes cliniques, ou bien un médicament, quelques comprimés qui ne va pas donner des signes ni cliniques, ni biologiques, ni électriques. Dans ce cas, on parle d'une exposition non toxique. Mais il faut garder à l'esprit l'intoxication. Donc, c'est une substance qui va affecter une fonction de l'organisme. L'intoxication, donc une intoxication grave, donc on a dit qu'il y a l'exposition non toxique, c'est-à-dire donc s'exposer à une substance toxique mais sans effet, sans donc signe ni clinique, ni des fois biologique, ni électrique. À l'autre extrême, il y a l'intoxication grave. C'est quoi? C'est une intoxication, donc on parle de gravité, soit qui est liée à la quantité de substance. Par exemple, en cas d'alpha-chloralose, prendre un sachet plutôt, ce n'est pas la même chose que prendre 2 ou 3. Parce que sachet, elle est dosée à 3 grammes. Mais la dose 3 grammes, donc elle va présenter, elle a un effet anesthésique. Donc elle va présenter une détresse neurologique, c'est comme un patient qui est anesthésié, sédaté. Mais au-delà de 6, donc 2 sachets, 7 grammes, c'est une dose létale. Donc la gravité dépend de la quantité de la substance, dépend de la forme chimique, donc dépend bien sûr de la forme chimique, les constitutions de produits, dépend des symptômes,
Par exemple, détresse, le patient peut présenter détresse neurologique 8/15e, il peut inhaler, il peut faire l'arrêt suite à l'hypoxie, ou bien des fois c'est l'instabilité hémodynamique. Donc c'est en fonction de la gravité des symptômes, le terrain sous-jacent, bien sûr une intoxication chez les âges extrêmes, que ce soit enfant ou un sujet âgé, ce n'est pas la même chose qu'un jeune bien portant, ou bien un patient qui est multitaré, ce n'est pas la même chose qui est un jeune qui est bien portant. Et bien sûr, le délai entre l'ingestion et donc la consultation aux urgences et même la prise en charge initiale. Plus on est rapide, plus on est efficace, plus le pronostic est bon. C'est clair? Oui, professeur. C'est clair la définition d'intoxication et c'est quoi une intoxication? Bien une exposition non toxique, une intoxication bénigne, une intoxication grave? D'accord. Bien sûr, elle peut toucher tout âge, que ce soit le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, le jeune, le vieux. Bien sûr, ça peut être dans le cadre d'une tentative de suicide ou bien c'est accidentel. Par exemple, si vous passez les gardes, vous voyez des patients qui consultent par ingestion accidentelle de l'eau de Javel ou bien de l'HCL qu'ils l'ont déjà mis dans une bouteille d'eau. Mais la tranche d'âge la plus concernée et la plus touchée, c'est les jeunes. C'est vraiment un véritable problème de santé publique. Pourquoi? Parce que des fois, une simple intoxication, par exemple le raticide, les alpha-chlorales ou bien les organophosphorés, donc le patient peut présenter des troubles neurologiques, c'est une anesthésie, il peut rester donc, s'il tarde à consulter ou bien donc la famille ne voit pas le malade, il peut rester en trouble de conscience, il est en train d'inhaler, c'est l'hypoxie et bien sûr que c'est bonjour les séquelles neurologiques et il peut rester ou bien vivre avec des séquelles neurologiques. Ça, c'est problème donc pronostic vital, pronostic fonctionnel aussi et bien sûr le coût de prise en charge des intoxications. Alors, ici, c'est un peu d'épidémiologie. Bah, c'est un motif fréquent de consultation au service d'urgence. 2980 cas d'intoxication au service d'urgence de l'île de France. Royaume-Uni, donc Royaume-Uni plutôt, c'est 170 parmi patients ont été hospitalisés pour intoxication. Bien sûr, donc c'est 1% de la totalité des hospitalisations. Létalité, elle est donc le taux de décès 26 fois plus élevé aux États-Unis, 43 plus qu'en Belgique et 32 fois plus élevé en Suisse. Au Maroc, 85% d'intoxication enregistrées par le Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc. Et prédominance, bien sûr, c'est la région de Casablanca avec 15,6% d'intoxication. Ça, c'est un peu de statistiques d'épidémiologie. Juste pour montrer donc le taux très important, très élevé d'intoxication et même le taux de mortalité lié aux intoxications. Alors, toute intoxication, il faut l'hospitaliser. Il vaut mieux l'hospitaliser par l'excès ou bien le lâcher et donc il revient avec des complications ou bien avec, parce que des fois il y a des intoxications où il y a un délai. Donc, le patient, il peut consulter, il peut être donc conscient, stable, il peut partir chez lui et il va présenter les signes cliniques par la suite. Donc, toujours une intoxication. Même si vous voyez que ce patient, elle est bien portant, elle est stable sur tous les plans, même des fois on dit possible, il n'a pas pris quelque chose, il est en train juste de s'émuler pour attirer l'attention, surtout chez les jeunes et les adolescents, pour attirer l'attention des parents là-dedans, mais jamais, jamais négliger, jamais sous-estimer une intoxication. Une fois le patient rapporte l'intoxication, il faut l'hospitaliser, le bilanter pour guetter les complications. D'accord? C'est vrai, il reste un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire si un patient consulte pour une intoxication, oui, on pense à l'intoxication, on a des signes d'intoxication, mais on va voir ça par la suite, donc les signes ne sont pas spécifiques. Donc, il faut toujours éliminer
tout ce qui est organique avant de dire que c'est une intoxication. Et si c'est une intoxication, hospitaliser le malade. Même s'il vient pour dire j'ai pris juste une gorgée d'HCN ou bien j'ai pris quelques comprimés de benzo, un ou les deux comprimés de benzo, jamais sous-estimé, hospitaliser le patient, le bilanter, éliminer tout ce qui est organique. Donc, poser le diagnostic de l'intoxication, traiter le patient, que ce soit traitement symptomatique, éliminateur ou épurateur, bien sûr, et après le suivi par le psychiatre. On va détailler ça par la suite. C'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est clair, professeur. Alors, on passe au diagnostic. Bien sûr, le diagnostic, comme toute pathologie. Un patient qui consulte aux urgences, que ce soit pour garder ça à l'esprit, un patient qui consulte, que ce soit pour intoxication ou bien pour autre pathologie, donc il ne faut pas directement, par exemple, comment non, je vais rien faire, là c'est une intoxication, la famille m'a dit, elle a pris ça, elle a toujours, donc prenez votre temps pour faire un bon interrogatoire avec la famille et bien sûr un examen clinique qui est détaillé. Bien sûr, l'interrogatoire, c'est l'âge, les antécédents, que ce soit médicaux, chirurgicaux, bien sûr, allergiques, toxiques, et chercher dans le passé du malade s'il y a des tentatives de suicide. Les circonstances, bien sûr, c'est là des conflits avec la famille ou bien c'est là, donc s'il y a un terrain d'anxiété, de dépression, il faut tout chercher. Bien sûr, les circonstances de l'intoxication. Les circonstances de l'intoxication, c'est l'heure de l'intoxication, le délai entre l'intoxication ou bien la prise de produit et la consultation au service des urgences, la quantité, le produit, la nature de produit. Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un antidépresseur? C'est un benzodiazépine? Est-ce que c'est une intoxication? Il faut préciser le médicament si c'est possible. La quantité du médicament, bien sûr, les signes présentés par le malade initialement, et si la famille a essayé de faire des manœuvres évacuateurs, soit des vomissements provoqués, des fois on entend entre parenthèses, des habitudes de donner du lait, des trucs, des plantes pour évacuer le produit. Il faut tout demander, tout chercher. Alors, bien sûr, après donc l'anamnèse, il faut chercher, examiner le malade, va voir les signes cliniques pour s'orienter. Bien sûr, est-ce que, pardon, pour s'orienter, c'est vers quelle intoxication? Parce que les intoxications, les signes cliniques permettent de nous orienter vers le produit. C'est ce qu'on appelle le toxidrome. C'est quoi le toxidrome? L'ensemble des signes qui... C'est quoi le toxidrome ou bien le syndrome d'origine toxique? Bah, je viens de dire ça. Alors, c'est l'ensemble de symptômes cliniques, biologiques et ou électriques évocateurs d'une pathologie toxique. Alors, ça veut dire, par exemple, le cas clinique qu'on vient de voir, l'ensemble des symptômes cliniques, ça veut dire, c'est la détresse neurologique, c'est le myosis, c'est la tachycardie et l'hypercialurie. Bah, biologiquement, bien sûr, c'est tout ce qui est prélèvement, on va voir ça par la suite, et les signes à l'ECG. Donc, c'est l'ensemble des signes qui va nous orienter pour dire, ah bon, ce patient, je pense qu'elle a pris des alpha-chloralose, ou bien elle a pris des digitalines, ou bien des benzodiazépines. Bah, c'est un ensemble de signes qu'on va détailler par la suite qui va nous orienter, qui va nous pousser à dire, bah, voilà, ce patient, elle a pris tel ou tel produit.
je viens de dire ça aussi, donc n'est en aucun cas spécifique d'une étiologie toxique. Même on a un toxidrome, mais toujours penser et éliminer une étiologie organique. Il n'est pas les signes cliniques ne sont pas spécifiques. L'examen clinique, bien sûr, il doit être systématique. Un bon examen clinique, il faut examiner le malade du tête jusqu'aux pieds. Donc, il doit être rigoureux, évalué plusieurs fois, bien sûr, et consigné par écrit. Alors, quels sont les syndromes ou bien les toxidromes que vous connaissez? Là, je ne parle pas des signes, je parle des toxidromes. Ça, myosine, tachycardie, ça, c'est des signes cliniques. Mais l'ensemble de ces signes constitue ce qu'on appelle des toxidromes. C'est des syndromes. Vous avez déjà entendu syndrome cholinergique, atropénique, végétalique? Oui, c'est ça. Alors, pour le syndrome cholinergique, cliniquement, donc c'est l'association de 3 syndromes. Donc maintenant, on va détailler les principaux syndromes ou bien les principaux toxidromes. Ça, il faut les connaître, il faut les prendre, les signes cliniques et bien sûr le produit qui va donner ce genre de symptômes, il faut donc les prendre par cœur. Alors, pour le syndrome cholinergique, cliniquement, c'est l'association de 3 syndromes, muscarénique, nicotinique et central. Le syndrome muscarénique, bien sûr, c'est l'association de tout ce qui est donc myosis, bronchospasme, bradycardie, bronchorrhée et douleur, un tableau digestif et douleur abdominale, vomissement, diarrhée, sueur. C'est une hypersécrétion. Donc, c'est bronchorrhée, vomissement, diarrhée, sueur. Bien sûr, à côté de ça, c'est douleur abdominale. Des fois, le patient peut présenter un bronchospasme, une bradycardie et myosis. Syndrome nicotinique, c'est des fasciculations, paralysées musculaires. Donc, on a même une tachycardie, une hypertension artérielle. Syndrome central, c'est tout ce qui est neurologique, l'agitation, céphalée, tremblement, confusion, ataxie, convulsion, coma. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit. Un syndrome cholinergique, donc c'est l'association de 3 syndromes. Muscarénique, nicotinique, central. Central, c'est neurologique. L'agitation, coma, céphalée, tremblement, confusion, convulsion. Donc, c'est neurologique. Nicotinique, c'est tachycardie, une hypertension et bien sûr les fasciculations. Et le syndrome muscarénique, c'est tout ce qui est bronchorrhée, vomissement, diarrhée, sueur, c'est l'hypersécrétion. Bien sûr, l'étiologie, c'est les insecticides anticholinestérasiques, les organophosphorés et bien sûr, c'est tout ce qui est insecticide. Donc, cholinergique, c'est insecticide. 3 syndromes, muscarénique, nicotinique et central. Le syndrome anticholinergique. L'anticholinergique, il y a 2 choses. C'est des signes neurologiques, donc la confusion, l'hallucination, donc une désarthrie, convulsion, agitation, des tremblements, on peut aller jusqu'au coma. À côté de ça, il y a des signes atropéniques. Donc, c'est la tachycardie, en général, c'est une tachycardie sinusale. Mydriase, c'est l'inverse du syndrome cholinergique. Sécheresse des muqueuses, rétention aiguë d'urine, une constipation. L'autre, c'est l'hypersécrétion. Ici, c'est l'inverse. Les étiologies en général, c'est des antidépresseurs, que ce soit tri ou tétracycliques. Les antihistaminiques, les antiparkinsoniens, l'atropine, pinotiazine. Donc, mais surtout, dans notre contexte, c'est l'intoxication aux antidépresseurs. Donc, anticholinergique, prise d'antidépresseurs, chercher et devant ces signes
Donc, un patient, par exemple, qui est sous antidépresseur, il consulte pour des signes neurologiques, que ce soit agitation, convulsion, délire, hallucination, bien voire même coma, avec des signes, par exemple, une tachycardie midriase, surtout c'est midriase, et bien sûr, sécheresse des muqueuses, rétention aiguë d'urine. Donc, il faut penser au syndrome c'est le syndrome anticholinergique. Syndrome adrénergique. Alors, l'adrénergique, en général, on a des signes cliniques, des signes cardiovasculaires, bien sûr, et tout ce qui est sur le plan biologique, on a des signes aussi sur le plan biologique et même sur le plan électrique. Alors, neurologiquement, c'est un patient qui va être agité, en train de convulser. Il y a même risque d'AVC, bien sûr. Signe cardiovasculaire, c'est une tachycardie, une hypotension, c'est la prise des bêta-stimulants, ou bien c'est l'inverse, c'est des alphas, c'est l'hypertension, des palpitations, douleurs thoraciques, longueur, avec un très important risque d'IDM. Le CG, donc, il faut rechercher des troubles de rythme. Et les signes métaboliques, bien sûr, c'est l'hyperglycémie, l'acidose, l'hypokaliémie, l'hypophosphorémie et l'hyperleucocétose. Les étiologies, c'est soit des alpha ou des bêta-stimulants. Bien sûr, c'est pour tout ce qui est alpha, c'est l'amphétamine, c'est cocaïne. Pour tout ce qui est bêta, c'est thiophéline, salbutamol, l'éphédrine, xanthine. Donc, adrénergique, rechercher des signes cardiovasculaires, la tachycardie, l'hypo ou l'hypertension en fonction du produit. Des fois, douleur thoracique qui précède tout ce tableau avec douleur ou bien angor. Neurologique, c'est surtout une agitation, des convulsions. Attention à l'AVC. Sur le plan électrique, il faut faire un ECG, elle est systématique en cas d'intoxication, rechercher des arythmies, des troubles de rythme, et les signes métaboliques, l'hyperglycémie, l'hypokaliémie, et bien sûr l'hypophosphorémie, l'hyperleucocétose et l'acidose. Syndrome sérotoninergique, bien sûr, donc il faut chercher au moins, il faut avoir 3 ou plus des signes suivants. Alors, que ça soit neurologique, neurovégétatif ou biologique. Alors, neurologique, c'est l'agitation, bien sûr, agitation, délire, confusion, hallucination, convulsion, les tremblements, syndrome pyramidal, des spasmes, on peut aller jusqu'au coma. Alors, pour les signes neurovégétatifs, c'est le midriase, sueur, tachycardie, tachypnée, l'hyperthermie, frisson, l'hypotension artérielle et diarrhée. Biologiquement, l'hyperglycémie, l'hyperleucocétose, l'hypokaliémie, l'hypocalcémie, l'acidose, la rhabdomyolyse, voire même un tableau de CVD. Bien sûr, c'est les antidépresseurs, c'est l'amphétamine, c'est le lithium, c'est les SRS. Donc, l'intoxication à ces produits, il va donner un syndrome sérotoninergique. Dans les symptômes et tout ce qui est biologique. Si vous remarquez, ça se ressemble parce qu'on trouve ici des symptômes qu'on peut les trouver, tout ce qui est syndrome cholinergique ou anticholinergique. C'est pourquoi je viens de dire qu'ils ne sont pas spécifiques. Donc, on peut les trouver d'autres symptômes en dehors de l'intoxication. Le syndrome opioïde, c'est l'intoxication. Bien sûr, les opiacés, que ce soit naturel, c'est la cocaïne, morphine, codaïne, ou bien de synthèse. C'est les produits, donc, par exemple, tout ce qui est tramadol, tout ce qui est méthadone, ou bien même les produits comme fentanyl, subfentanyl, avec quoi on fait de l'anesthésie. Bien sûr, c'est syndrome opioïde, il faut l'évoquer devant la triade. C'est coma qui est trop calme, hypotonique, hyporéflexique, voire c'est un patient, si vous voyez, vous disiez que c'est un patient qui est sédaté, qui est anesthésié. Bien sûr, patient neurologiquement comateux, c'est la bradypnée, voire l'apnée. Il y a un grand risque d'apnée plutôt. Myosis, bien sûr, bilatérale, plus ou moins une bradycardie, une hypotension. Bien sûr, heureusement, on a l'antidote, c'est naloxone. On va le voir par la suite.
Alors, l'opioïde, elle est facile. Donc, coma qui est calme, hypotonique, bradypnée voire l'apnée et le myosis. C'est l'intoxication aux opioïdes, que ce soit naturelle ou de synthèse. Alors, le syndrome de myorelaxation. Le myorelaxation, c'est en général, c'est les benzodiazépines, les barbituriques et l'éthanol. Mais dans notre contexte, c'est surtout les benzodiazépines. Alors, aussi, c'est un coma qui est trop calme, hypotonique, hyporéflexique, voire des fois, c'est en fonction de la quantité prise par le patient. On peut aller jusqu'à une simple somnolence, jusqu'au coma. Bien sûr, il faut toujours rechercher la dépression respiratoire, détresse neurologique et hémodynamique. Bien sûr, les étiologies, surtout dans notre contexte, c'est les benzodiazépines. Et l'antidote, c'est le flumazénine. Le syndrome stabilisant le membrane, c'est une intoxication liée aux antidépresseurs, que ce soit tri ou bien tétracyclique. C'est les bêta-bloquants, c'est les antiarythmiques, c'est cocaïne, chloroquine, il y a plusieurs quinines, il y a plusieurs produits qui peuvent donner ça. Vraiment, c'est le syndrome stabilisant membrane ou bien cette intoxication, elle est grave. Alors, le CG, on trouve donc des signes électriques, c'est un aplatissement de l'onté avec un allongement de l'espace QT et élargissement du QRS. Des fois, un brugada. Donc, sur le plan hémodynamique, c'est une bradycardie, c'est l'hypotension, c'est le trouble de rythme, on peut aller jusqu'à l'état de choc. Tout ce qui est extracardiaque, neurologique, c'est les convulsions, c'est le coma. On peut voir même des détresses respiratoires, une acidose, l'hémorragie alvéolaire, l'SDRA. Donc, c'est une intoxication qui est quand même grave. Donc, cliniquement, vous allez voir des signes surtout cardiovasculaires, que ce soit des troubles de rythme, ou bien donc une hypotension, c'est l'instabilité, voire même un état de choc. Sur le plan, donc tout ce qui est extracardiaque, c'est coma, convulsion, donc l'acidose, c'est détresse respiratoire, que ce soit lié à l'hypoxémie, l'hémorragie alvéolaire, l'SDRA, ou bien neurologiquement, c'est le coma et convulsion. Les étiologies, bien sûr, c'est les antidépresseurs, tout ce qui est bêta-bloquant, tout ce qui est antiarythmique, quinine, chloroquine, cocaïne, il y a plusieurs produits qui donnent ce syndrome. Thérapeutique, bien sûr, c'est les sels de sodium hypertonique, c'est bicarbonate ou bien les bicarbonates de sodium. On va les voir par la suite. Syndrome d'hyperthermie maligne, c'est très, 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 très rare. On peut faire, il y a des personnes qui ont passé tout le cursus des loups sans voir donc l'hyperthermie maligne. C'est quoi cliniquement? C'est une hyperthermie qui est très importante. Des fois même le thermomètre, donc il n'arrive pas à détecter la température. C'est des sueurs, bien sûr, c'est des troubles de conscience, c'est une hypertonie qui est généralisée, hyperréflexie, ostéotendineuse, c'est une instabilité. Bien sûr, qui dit l'hypertonie, c'est une rhabdomyose. C'est vraiment un patient qui est trouble de conscience, et surtout trouble de conscience qui est très, très hypertonique. Vraiment, vous n'arrivez même pas à fléchir ou bien à mobiliser les articulations. L'insuffisance rénale qui est liée bien sûr à la rhabdomyolyse, l'instabilité, c'est un patient qui est intubé, par exemple, le bloc opératoire, c'est une hypercapnie majeure. Donc, la biologie, bien sûr, c'est tout ce qui est insuffisance rénale et CPK. Les étiologies, il y a plusieurs étiologies. Il y a les neuroleptiques, il y a les curares, il y a les allogénies, il y a les psychostimulations. Mais au bloc opératoire, c'est surtout les allogénies ou bien les curares. Le thérapeutique, c'est le refroidissement, mais surtout, il faut antagoniser ces d'entre le syndrome antabuse, donc c'est lié. Les étiologies, c'est soit dysfluor, soit désulfurane ou bien l'éthanol. Pour les signes cliniques, c'est des signes, c'est des bouffées vasomotrices, c'est l'hypothémie, c'est malaise, vertige, céphalée, vision floue. C'est comme un patient qui est en train de décrire malaise. Avec des fois, il peut aller jusqu'à coma, une instabilité hémodynamique, voire un simple collapsus.
une dyspnée, l'hypoglycémie et bien sûr une hypersudation avec des signes abdominales. Le syndrome de sevrage des psychotropes. Alors, c'est les benzos, c'est les opiacés, c'est l'éthanol. C'est bien sûr une insomnie. Des fois, c'est une insomnie matinée, c'est une insomnie le soir avec une somnolence au cours de la journée. C'est des céphalées, donc c'est un tableau neurologique pas aller jusqu'à des minimes céphalées, confusion, hallucination, on peut aller jusqu'à le coma. Bien sûr, à côté de ça, c'est le mydriase, c'est la tachycardie, convulsion. Et bien sûr, thérapeutique, c'est il faut réintroduire le psychotrope, incriminer avec des petites doses et commencer le sevrage progressivement. Alors, ça, c'est l'ensemble des signes ou bien des syndromes ou bien des toxidromes. Alors, on a dit le cholinergique avec les trois, nicotinique, muscarinique et central. On a dit l'anticholinergique, opioïde, adrénergique, stabilisant le membrane, des psychotropes, myorelaxants. Donc, c'est l'ensemble des toxidromes. Ça, il faut les savoir, il faut les apprendre par cœur avec l'ensemble des signes. Même si les signes ils ne sont pas spécifiques, mais il faut connaître les principes. Par exemple, cholinergique, muscarinique, nicotinique et central. Par exemple, tout ce qui est benzodiazépine ou myorelaxant, c'est coma calme, c'est mieux coma calme avec détresse respiratoire secondaire à détresse neurologique. Tout ce qui est, par exemple, opioïde, c'est neurologique aussi avec myosis. Il faut toujours chercher myosis. Bah, il y a des principes aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Devant tel ou tel signe, il faut penser à tel ou tel produit qui a entraîné l'intoxication. Ils ne sont pas spécifiques. Donc, on peut trouver ces signes dans ce syndrome comme on peut trouver dans l'autre syndrome et aussi on peut les trouver dans d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec l'intoxication. Alors, devant un patient intoxiqué, donc c'est un patient, donc on a trois situations cliniques. C'est un patient qui a été exposé au produit, mais cliniquement, il n'a rien. Comme il peut présenter des symptômes liés à l'exposition toxique, mais on peut le suspecter. Et bien sûr, patient présent des symptômes pour lesquels une étiologie toxique est suspectée, mais sans orientation initiale. D'accord? C'est clair pour tout ce qui est clinique. Pour récapituler, jusqu'à maintenant, une intoxication, c'est l'exposition à une substance qui va altérer une fonction de l'organisme, que ce soit neurologique, hémodynamique, respiratoire, digestif, rénal, hépatique ou bien c'est tout. L'intoxication, il peut être une exposition non toxique, donc le patient il a pris donc, une très petite quantité, il n'a pas de symptômes, il n'a rien, comme il peut être grave. La gravité, il peut être liée soit aux symptômes présentés par le patient, la forme chimique ou bien le produit, la quantité de produit, le terrain bien sûr, un patient multiparé ou bien un nourrisson ou un nouveau-né, et bien sûr le délai entre l'hospitalisation, le délai entre l'intoxication et la prise en charge. Et bien sûr la prise en charge, la qualité de la prise en charge. Alors pour bien sûr un patient devant un patient qui présente tel ou tel signe ou bien un patient qui consulte avec la famille qui a rapporté une notion d'intoxication, on a suspecté l'intoxication. Donc, l'examen, il faut l'hospitaliser. Quel que soit le degré de gravité, même un patient qui est asymptomatique, il faut le garder en surveillance et faire un bilan et un ECG. Alors, pour l'intoxication, toujours garder à l'esprit, éliminer une étiologie organique avant de dire que c'est une intoxication. Les signes cliniques, donc les signes cliniques, ils ne sont pas spécifiques. On peut les trouver dans une intoxication, par exemple, aux antidépresseurs, comme on peut les trouver dans une intoxication, par exemple, aux
mieux relaxants, la date de départ, par exemple. Donc, ils ne sont pas spécifiques, mais ils nous aident à s'orienter vers tel ou tel toxidrome. Qui dit toxidrome dit vers tel produit. Alors, les principaux toxidromes, il faut les savoir, mais gardez à l'esprit, c'est les principaux symptômes. Par exemple, cholinergique, muscarinique, nicotinique centrale. Anticholinergique, c'est l'inverse de cholinergique. Pour les mieux relaxants, c'est surtout, par exemple, les benzodiazépines, c'est surtout les signes, donc c'est coma avec une dépression respiratoire secondaire les signes neurologiques. Les opiacés recherchés, le myosis associé au coma. C'est comme ça. Par exemple, l'effet stabilisant membral, les digitaliques ou bien les bêta-bloquants là-dedans, c'est des signes cardiaques précédés de douleurs thoraciques en gorge, puis le patient présente donc des collapsus, instabilité. Il peut présenter d'autres signes extracardiaques. Et bien sûr, à l'ECG, c'est le trouble de rythme. C'est comme ça. Il faut donc chercher des signes cliniques qui vont nous orienter vers telle ou telle intoxication, vers un tel ou tel toxidrome. Et donc, l'ensemble de ces signes, c'est quel toxidrome et par la suite, c'est quel produit. Alors, pour la biologie, ça, tout ce qui est clinique. C'est clair jusqu'à maintenant. Tout ce qui est définition, tout ce qui est diagnostic clinique. Alors, bien sûr, un patient qui est intoxiqué, on a pensé à l'intoxication ou bien on a évoqué parmi les diagnostics, on a évoqué l'intoxication. Il faut donc explorer à côté des cliniques, il y a du paraclinique. Biologie, sur le plan biologique, bien sûr, on demande une numération formule sanguine, un taux de plaquettes, le bilan d'hémostase, un bilan rénal, une urécréate, bilan hépatique, bien sûr, les enzymes cardiaques, tout ce qui est troponine, tout ce qui est didima. On demande bien sûr les CPK-LDH. Pardon, le reste du bilan biologique, c'est en fonction de l'orientation. Mais un bilan basique, c'est à base de NFS plaquettes, hémostase, bilan rénal, bilan hépatique, les enzymes cardiaques, CPK-LDH. Et le reste, c'est en fonction de l'orientation clinique. L'ECG, elle est systématique. L'ECG, je répète ça, l'ECG est systématique en cas d'intoxication. Quel que soit l'âge, même un jeune de 16 ans, faites l'ECG. Elle est systématique. Un dossier d'un patient intoxiqué, c'est qu'on fait l'ECG. Donc, elle est systématique. Bien sûr, les analyses toxicologiques, c'est le screening toxicologique que vous écoutez de fois, que vous entendez de fois staff, le screening toxicologique ou bien l'analyse toxicologique. C'est pour chercher le produit dans les sécrétions ou bien les liquides biologiques du patient pour confirmer est-ce que effectivement le patient a pris par exemple des benzodiazépines ou bien des opiacés ou bien des digitaliques ou des bêta-bloquants. Donc, pour le prélèvement, le meilleur site où on peut chercher les toxines ou bien le produit responsable de l'intoxication, c'est le sang. L'analyse toxicologique dans les urines, on les fait plutôt quand on a une élimination rapide du sang. Par exemple, le produit, demi-vie du produit, elle est brève ou bien elle a une forte fixation tissulaire, par exemple, une demi-vie de 5 minutes ou les 10 minutes, par exemple, le benzo, et le patient, elle a consulté 20 ou 30 minutes après. Donc, on ne va pas trouver le produit dans le sang, on va prélever un échantillon des urines. Alors, prélèvement, des fois, mais à mon avis, prélever du sang et des urines, les deux. Il y a même des auteurs qui disent comme quoi qu'il faut prélever même le suc gastrique. Donc, le suc gastrique, le sang, les urines, mais le site préféré ou bien le meilleur prélèvement reste le prélèvement sanguin. Des fois, vous écoutez, ou bien plutôt, désolé, vous entendez des prélèvements à visée conservateur. C'est quoi? Alors, par exemple, vous étiez de garde,
vous avez un patient qui consulte pour des troubles de conscience, détresse neurologique et respiratoire. Vous suspectez parmi les diagnostics, à côté par exemple de l'AVC, à côté d'une infection neuroméningée, vous suspectez donc une intoxication. Mais ça reste un diagnostic d'élimination. Je vais prélever quand même le patient et je vais les garder. D'accord, je vais le garder ou bien je vais l'envoyer en même temps. Je vais faire les autres explorations paracliniques, que ce soit le scanner, l'IRM, la biologie, l'imagerie thoracique, mais je prélève parce que j'ai pensé à une intoxication vu le contexte, un jeune qui est, donc la famille rapporte comme quoi qu'il est dépressif, qu'il est anxieux, puisque je pensais à l'intoxication. Donc, je vais faire mes investigations vers l'autre côté, chercher tout ce qui est vasculaire, tout ce qui est infectieux, tout ce qui est inflammatoire et faire en même temps les prélèvements pour voir est-ce que c'est effectivement une intoxication. Bien sûr, si toutes les investigations sont négatives, sont normales, scanner normal, imagerie thoracique, biologie normale, bien sûr, il faut attendre les résultats du bilan toxicologique pour confirmer l'intoxication. Alors, l'objectif de l'analyse toxico, c'est ça, c'est identifier c'est quel produit ingéré par le patient, c'est doser la quantité de produits prise par le patient, confirmer ou éliminer l'hypothèse toxique. Bien sûr, évaluer la gravité de l'intoxication, ça dépend de l'importance de la quantité dosée du produit et bien sûr, surveiller l'efficacité du traitement face à cette intoxication. C'est clair pour tout ce qui est paraclinique. Donc, biologie, on commence par un bilan. NFS, hémostase, fonction rénale, fonction hépatique, les enzymes cardiaques, CPK, LDH, et le reste, c'est en fonction de l'orientation clinique. Bien sûr, si on suspecte une intoxication, toujours faire ça reste un diagnostic à côté des autres diagnostics. Ça reste le dernier diagnostic à évoquer à côté des autres diagnostics. Faire toutes les investigations pour éliminer s'il y a une autre origine organique avant de dire que c'est une intoxication. Mais si on suspecte l'intoxication, si le diagnostic d'intoxication est posé parmi les autres diagnostics, donc faire les prélèvements, le sang, l'urine et les envoyer pour les techniquer pour soit confirmer ou éliminer l'intoxication en cas de si on n'arrive pas à trouver un diagnostic malgré tout ce qui est paraclinique. C'est clair? Ça. Alors, pour les principes de prise en charge, quels sont les principes de prise en charge d'une intoxication? Quels sont les principes de prise en charge? Oui, traitement symptomatique. Quoi d'autre?
Bien sûr, il faut prendre tout ce qui est traitement symptomatique, c'est corriger tout ce qui est détresse neurologique, hémodynamique. À côté de ça, bien sûr, il faut un traitement, oui, épurateur ou bien évacuateur. Et bien sûr, on a, si c'est possible et si c'est disponible, l'antidote. Alors, ça, c'est les principaux traitements d'une intoxication. Alors, on a tout ce qui est traitement symptomatique. Traitement, on va détailler chaque partie. Donc, traitement symptomatique, traitement évacuateur, épurateur et bien sûr spécifique, c'est l'antidote. Alors, pour la prise en charge symptomatique, la prise en charge symptomatique, c'est surtout traiter tout ce qui est symptômes présentés par le malade. Par exemple, détresse neurologique. Bien sûr, bien sûr, il faut évaluer le patient, un examen clinique rigoureux, la profondeur du coma, le Glasgow. Alors, est-ce qu'il y a des signes associés, les convulsions, les clonies? Est-ce qu'il y a donc l'état du pupille? Bien sûr, rechercher. Alors, ça, c'est tout un examen neurologique qui est rigoureux. Et bien sûr, éliminer, comme je viens de dire, une étiologie organique. Bien sûr, complétée par la suite par tout ce qui est scanner cérébral. Des fois, le EEG, c'est en fonction de la symptomatologie clinique. Alors, bien sûr, il faut un patient qui est en détresse. Qui dit détresse neurologique, des détresses respiratoires. Surtout si le patient est en coma profond, donc il faut protéger les voies aériennes. S'il est en train de convulser, il faut arrêter les convulsions, donc corriger tout ce qui est métabolique. Bien sûr, l'hypoxie, c'est le patient, elle est, par exemple, un patient qui est en détresse neurologique et qui a fait, par exemple, elle a inhalé, elle a fait une pneumopathie par la suite, donc gazométrie, elle est très hypoxique, donc il faut corriger cette hypoxie. Traitement, bien sûr, sédatif transitoire. C'est un patient donc comateux, il faut le sédater, c'est une détresse neurologique respiratoire, il faut sédater en attendant de le bilanter, de poser le bon diagnostic. Bien sûr, la sédation, il ne faut pas la garder éternellement parce qu'il a un réveil agité ou bien il faut toujours faire des fenêtres de sédation. Évaluer, donc arrêter la sédation, évaluer le patient neurologiquement, voir est-ce qu'il a besoin d'une imagerie de contrôle, est-ce qu'il est en train de s'aggraver ou de s'améliorer et bien sûr avant de décider de continuer ou d'arrêter la sédation. Mais en réanimation, il faut essayer d'arrêter la sédation le plus tôt possible. Avant, donc, docteur Fouzier, je pense, il a posé une question pour la sédation. Alors, la sédation pour un patient, pour l'intuber, c'est l'intubation dans le contexte de l'urgence, donc au service d'accueil des urgences. Si vous avez un patient de détresse neurologique et vous avez décidé de le intuber, bien sûr, après, donc, il faut le monitorer. Monitorage basique, il faut donc prendre une voie veineuse, le perfuser, essayer donc de l'oxygéner, une préoxygénation au masque ou bien en VNI ou bien c'est en fonction, mais éviter la VNI en cas de trouble de conscience, donc une préoxygénation au masque, bien sûr avec essayer de libérer les voies aériennes par une subluxation de la mandibule et tout. Et après, donc le collègue ou bien le collègue, donc il va faire, votre collègue, il va faire l'induction. On parle d'une crash induction ou bien c'est induction à estomac plein. Ça veut dire, donc estomac plein, c'est le patient, donc c'est un patient qui est en train d'inhaler, donc on ne va pas donner les morphiniques parce que les morphiniques, ils favorisent les vomissements, donc ils vont aggraver l'inhalation. On donne juste le curare et l'hypnotique. Curare, c'est pour la relaxation, c'est pour le relâchement musculaire. Et l'hypnotique, c'est pour tout ce qui est hypnose, c'est pour l'endormissement du patient. Alors, pour tout ce qui est curare, normalement, dans le contexte d'urgence, c'est estomac plein, c'est célopurine, mais malheureusement, on n'a pas le produit. Donc, on donne de l'ocuronium, c'est l'esméran qu'on a au service ou bien à l'hôpital. Bah, la dose, c'est 1,2. On augmente la dose, pas presque de dose, 1,2 mg par kilo.
L'hypnotique, c'est en fonction du contexte. Par exemple, est-ce que c'est un patient qui est instable hémodynamiquement ou bien elle est stable? S'il est instable, soit c'est en fonction du contexte, soit l'éthomidate, soit kétamine. Et pour s'il est stable, c'est le propofol, c'est le produit blanc, les ketchup service. Ça, c'est pour l'induction. Les morphiniques ou bien les opiacés, c'est le fentanyl, sulfentanyl, remifentanil, mais maintenant, service qui existe, c'est le fentanyl. Il faut l'éviter. Mais personnellement, moi, en cas de HADA, je donne une petite dose de fentanyl ou bien de opiacés. Pourquoi? Surtout, c'est un patient qui est, par exemple, cardiaque. Il faut l'intubation, c'est un geste qui est très douloureux, donc il va donner la tachycardie qui est néfaste pour le cœur. Donc, je donne une petite dose, j'intube et je donne le reste de la dose. Mais en général, crash induction, c'est l'hypnotique, c'est le plus rare. Après l'intubation et gonfler le ballonnet, ausculter, si vous êtes sûr que vous êtes en place, donnez après les morphiniques. Ça peut pour l'induction. Pour la sédation, bah, c'est un débat de discussion pour sédation, réanimation pour ces patients qui est comateux. C'est bien sûr, ça diffère. Est-ce que c'est un traumatisé? Est-ce qu'il est intubé et sédaté pour SDRA par exemple ou bien pour une autre pathologie? Bah, le produit, c'est en fonction. Mais en général, les produits, il faut y associer un hypnotique, que ce soit le propofol ou le benzodiazépine, et avec un opiacé. C'est le fentanyl, sulfentanyl, éviter le morphine. Bah, soit c'est de synthèse, le fentanyl, remifentanil, ou bien bah, c'est le produit. Et bien sûr, c'est pour l'analgésie. L'autre, c'est pour l'hypnose, c'est pour endormir le patient. Et c'est possible de les poser ou bien de les introduire ou bien de les utiliser avec des seringues séparées. Seringue de l'hypnotique à part et le seringue de morphine comme ça, c'est pour augmenter ou diminuer les doses. C'est en fonction. Est-ce qu'on veut plus analgésier le patient ou bien l'endormir plus? D'accord? C'est clair pour tout ce qui est induction pour l'intubation ou bien sédation? Je vous en prie. Alors, ça, c'est le traitement. C'est bien sûr tout ce qui est neurologique, bien sûr. Un examen clinique rigoureux, Glasgow, l'état du pipi, les autres signes cliniques. Après, bien sûr, essayer de protéger les voies aériennes, c'est l'intubation. Traiter les convulsions, corriger tout ce qui est métabolique, tout ce qui est hypoxique ou hypercapnie, et bien sûr, sédater le patient. Et après, penser à faire les investigations paracliniques, que ce soit biologique ou imagerie. Traitement prise en charge, bien sûr, respiratoire. Il faut toujours vérifier, assurer la perméabilité des voies aériennes, faire une gazométrie et bien sûr la ventilation invasive ou non invasive ou invasive. C'est en fonction du contexte. Est-ce que juste oxygéner le malade au masque ou bien utiliser une ventilation non invasive, par exemple, c'est la VINI ou bien oxygénation à haut débit, ou carrément intuber, ventiler le malade. Bien sûr, tout ce qui est paralysant musculaire, tout ce qui est sédation, je viens de parler de ça. Surveillance, bien sûr, surveiller le patient, que ce soit pour à chaque fois l'évaluer sur le plan neurologique, respiratoire et hémodynamique, rechercher s'il y a une défaillance hémodynamique associée, ou bien, par exemple, s'il y a donc un déséquilibre acido-base. Rechercher par exemple s'il y a un barotraumatisme, c'est pour s'orienter vers tel ou tel produit. Et bien sûr, le sevrage ventilatoire, c'est tout un chapitre. Le sevrage ventilatoire, c'est faut toujours arrêter, essayer de recueillir un ensemble pour un ensemble de signes ou bien de facteurs pour dire est-ce qu'on peut commencer le sevrage ou non. Par exemple, est-ce que le patient est conscient? Est-ce qu'il protège ses voies aériennes? Est-ce qu'il a une bonne ventilation spontanée? Est-ce qu'il est stable sur le plan hémodynamique? Si tout ça est là, on peut commencer le sevrage, c'est-à-dire passer par exemple du mode contrôlé au mode intermittent, après le spontané, après donc, et après, c'est possible, programmer une extubation. Prise en charge hémodynamique, bien sûr, hémodynamique,
Et on vient de voir qu'il y a pas mal de signes, que ce soit des troubles de rythme, que ce soit de conduction, que ce soit une simple hypotension, collapsus, et voire même état de choc, voire même des fois un arrêt cardiaque. Le traitement symptomatique cardiovasculaire, c'est en fonction de signes. Par exemple, chez un patient qui est en train de bradycardiser, je vais donner est-ce que est-ce qu'un patient est en train de faire des troubles de rythme, que ce soit bradycardie ou tachycardie, est-ce que je vais donner par exemple de l'atropine, de l'isoprénaline, l'adrénaline, l'antiarythmique, bêta-bloquant. C'est pour traiter les troubles de rythme, c'est en fonction de quel type de trouble de rythme et est-ce qu'il est toléré ou non hémodynamiquement. Bien sûr, est-ce que le patient a besoin d'un remplissage vasculaire ou non? Bien sûr, ces patients présentent une instabilité, par exemple, je vais l'évaluer. Est-ce qu'elle a besoin de remplissage ou par exemple, par les signes, des indices cliniques qui vont nous dire est-ce que le patient, bien sûr, à côté de l'échographie, est-ce que le patient il a besoin juste d'un simple remplissage ou bien il faut démarrer les vasopresseurs, que ce soit par exemple les vasopresseurs à type d'adré, noradré, d'eau ou bien donc inotropositif, par exemple d'obutamine. Alors, et bien sûr, des fois, si on n'arrive pas à gérer l'instabilité avec tous ces moyens, bien sûr, c'est l'assistance circulatoire, c'est l'ECMO. Ça, c'est traitement, bien sûr, à côté de ça, si le patient est en train de faire une hépatite, il faut traiter l'hépatite, traiter l'insuffisance rénale, les troubles hydroélectrolytiques, les troubles acido-base, tout ce qui est métabolique. Donc, il faut traiter donc, le patient, tous les symptômes qu'il a et bien plutôt les conséquences de cette intoxication. Alors, traitement symptomatique, c'est traiter les symptômes présentés par le patient. Neurologique, hémodynamique, respiratoire, hépatique, hémostase, tous les symptômes, il faut traiter, gérer, c'est les mesures de réanimation, gérer les conséquences ou traiter les conséquences de cette intoxication. Bien sûr, on est en train de traiter symptomatiquement, mais il faut essayer de décontaminer le tube digestif ou d'évacuer le produit du tube digestif. Il y a plusieurs techniques, il y a les vomissements, il y a le charbon activé, il y a l'activateur des transits, mais donc surtout pour les vomissements provoqués, il faut les oublier, c'est une technique qui est abandonnée. Lavage gastrique, si le patient, on a une idée sur le produit, elle a pris tel ou tel produit à dose toxique, bien sûr, moins de 2 heures après l'ingestion. Les contre-indications, bien sûr, c'est les produits, tout ce qui est produit caustique, moussant ou pétrolier. Par exemple, la cheddar, il ne faut pas, ou bien par exemple des produits pétroliers ou la moussant, il faut éviter les lavages gastriques, les troubles de conscience, bien sûr, pour ne pas favoriser l'inhalation. Si le patient a une défaillance hémodynamique ou respiratoire, et c'est là déjà une pathologie gastrique ou œsophagienne qui va contre-indiquer le lavage, que ce soit des varices ou bien l'ulcère gastrique. Bien sûr, la technique, bien sûr, un patient qui doit être monitoré. Bien sûr, si le patient, il faut expliquer la procédure pour obtenir sa collaboration plutôt. Décubitus latéral ou bien une légère traîne, poser une sonde nasogastrique, vérifier la position, il faut ausculter bien sûr, aspirer le contenu avant de commencer d'introduire l'eau. Donc, aspirer le contenu et après, il faut mettre de l'eau. Il y a des auteurs qui disent comme quoi il faut le réchauffer un petit peu avec une cuillère ou bien deux de sel. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, donc, monitorer le patient, décubitus latéral ou bien une légère trend, poser la sonde nasogastrique, s'assurer qu'elle est en place. Donc, il faut s'assurer, moindre doute, refaire la sonde. Des fois,
Donc, donc, on a vu déjà des patients avec la sonde gastrique dans la trachée ou bien les poumons. Donc, s'il vous plaît, toujours prenez votre temps à vérifier la position de la sonde, aspirez le contenu, puis commencez à injecter 250 par 250 de l'eau et à chaque fois injecter 250, aspirer, injecter, aspirer. Le charbon activé, c'est des produits toxiques carbo-absorbables, bien sûr, à libération prolongée, bien sûr, dose toxique, avec un cycle entéro-hépatique. Pour la posologie, c'est toutes les 6 heures. Pour l'adulte, c'est 50 grammes, alors que l'enfant, c'est 1 gramme par kilo. Ça, c'est pour les accélérateurs de transit. En général, c'est des laxatifs. On donne des laxatifs pour activer le transit, pour activer l'élimination. Mais des fois même, il y avait le recours à l'irrigation intestinale. Mais la vérité, il n'y avait pas de très bons résultats, surtout sur la mortalité et le pronostic. Du coup, cette méthode à oublier. Il faut la savoir, mais à oublier. Alors, pour tout ce qui est, donc on avait le traitement symptomatique, le traitement évacuateur ou bien décontaminateur de tubes digestifs. Alors, ce qu'il faut, il y a le vomissement provoqué à oublier. Il y a l'accélérateur de transit, que ce soit les laxatifs ou bien l'irrigation intestinale. Il faut avoir une idée sur cette technique, mais c'est à oublier. Ce qu'on a maintenant, c'est lavage gastrique, c'est l'intoxication moins de 2 heures. C'est le patient, il n'a pas de contre-indication, que ce soit détresse neurologique, respiratoire, hémodynamique, produits pétroliers, moussants. Or là, ils ont une pathologie gastrico-œsophagienne qui contre-indique lavage gastrique. Monitorer le patient, position latérale ou bien un petit trend, poser la sonde nasogastrique, s'assurer que la sonde est en place et bien sûr aspirer le contenu après commencer à injecter 250 par 250 et après chaque 250 on aspire. Alors, le charbon activé, c'est bien sûr c'est une intoxication qui grave un produit à une dose toxique et à une élimination donc digestive. Le charbon activé, donc la dose c'est 50 grammes pour l'adulte, 1 gramme kilo pour l'enfant. Bien sûr, quelle que soit la méthode, je vais faire un lavage. Diluer quoi? Alors, devant une technique, par exemple, que ce soit lavage gastrique, le charbon activé, par exemple. Donc, quelle que soit la technique, toujours évaluer le bénéfice-risque. C'est-à-dire, cette technique, est-ce qu'elle a un effet sur le pronostic ou non? Est-ce qu'il y a une contre-indication qui va contre-indiquer bien sûr la technique, ou bien si je fais cette technique, je vais aggraver le pronostic du patient. Par exemple, un patient qui a pris, je ne sais pas, 30 comprimés, 40 comprimés de benzodiazépine, elle est en trouble de conscience. Je ne peux pas faire lavage, bien sûr. Si je veux m'amuser à faire du lavage, je vais c'est provoquer, donc mettre une sonde gastrique, c'est provoquer des vomissements, injecter de l'eau dans l'estomac chez un patient qui est inconscient, c'est l'inhalation. Bien sûr, toujours penser, évaluer bénéfice-risque de cette technique devant le terrain, devant le tableau clinique, devant le terrain du patient, les antécédents et cliniquement le patient, elle est comment avant de dire je vais faire le lavage, je vais donner du charbon ou bien les autres techniques. Le traitement épurateur. Le traitement épurateur, bien sûr, c'est des moyens avec lesquels on va essayer d'épurer ou bien le corps de la toxine, ou bien de substances toxiques. L'alcalinisation des urines, elle est recommandée en première intention dans les intoxications salicylées, qui ne nécessitent pas, bien sûr, une hémodialyse. L'intoxication aussi par phénobarbitérale ou bien l'intoxication par phénobarbitérale, c'est une contre-indication à l'alcalinisation. L'alcalinisation, c'est quoi? On va alterner, on va donner 3 ou les 6 litres, bien sûr, en alternant le NaCl, bien sûr, le sérum salé, avec les bicarbonates.
L'objectif, c'est avoir un pH donc, aux alentours de 8, urinaire, je dis, pH urinaire aux alentours de 8. Bien sûr, surveiller la tolérance respiratoire et hémodynamique, le pH urinaire, bien sûr, surveiller cliniquement le patient à côté du pH et de la diurèse. Les contre-indications, c'est bien sûr l'insuffisance cardiaque, c'est l'insuffisance rénale ou l'anurée, c'est la cirrhose. Par exemple, pour cette technique, j'ai un patient qui est cardiaque, qui a une fraction d'éjection à 20%, ou bien un insuffisant rénal chronique qui est anurique. Est-ce que je vais m'amuser à alcaliniser les urines, donner 3 à 6 litres en alternant le NaCl et le bicarbonate? Bien sûr que non. Un cardiaque, bien, donc l'insuffisance rénale, elle va faire une surcharge cardiaque avec une fraction d'éjection qui est très altérée, avec des pressions de remplissage qui sont basses. Si je m'amuse à donner 3 litres, bah, deuxième litre, donc c'est surcharge, c'est l'OAP et je vais, donc possible, il va décéder par la suite. Donc toujours évaluer la technique avant de dire je vais faire ça. Évaluer le patient, c'est en fonction de l'âge, le terrain et les symptômes. Alors, l'épuration extra-rénale. L'épuration extra-rénale, par exemple, on a plusieurs techniques, que ce soit l'hémodialyse, l'HDF, le plasmaphéresis, etc. Pour l'hémodialyse, bien sûr, c'est des intoxications qui sont, c'est des intoxications graves, cliniquement sévères, avec s'il y a associé à une perturbation de l'élimination, par exemple le lithium, par exemple les salicylés avec une acidose métabolique profonde, s'il y a une insuffisance rénale aiguë, ou bien donc s'il y a des signes, par exemple une intoxication méthanol avec l'acidose, avec des signes d'insuffisance rénale, avec des signes neurologiques. L'hémodialyse, soit une intoxication, que ce soit aiguë ou la chronique, liée à une perturbation de l'élimination. Par exemple, c'est le cas de lithium. Ou bien c'est intoxication avec une insuffisance rénale aiguë, ou bien avec d'autres signes nécessitant donc le recours à l'hémodialyse pour épurer, pour éliminer rapidement le produit. L'HDF ou bien l'hémodiafiltration continue, c'est une technique qui permet d'éliminer ce toxique, mais c'est une alternative lorsque l'hémodialyse n'est pas disponible. L'hémoperfusion, actuellement, bien de nos jours, rôle très limité, soit une intoxication sévère au thiophéline ou bien carbamazépine, lorsque l'administration du charbon activé est contre-indiquée. L'efficacité n'a pas montré d'efficacité en termes de survie ou de pronostic. L'exsanguinotransfusion, lorsqu'il y a une hémolyse intravasculaire liée à une intoxication sévère ou bien une méthhémoglobinémie grave, donc qui ne répond pas au traitement symptomatique. Pour le plasmaphéresis, il n'y a pas d'indication. Alors, traitement spécifique, c'est l'antidote. C'est antagoniser l'effet de toxique avant de passer de l'antidote. Donc, pour récapituler, tout ce qui est prise en charge, traitement symptomatique. Traitement symptomatique, c'est traiter les symptômes, les conséquences, les complications liées à la prise de cette substance toxique. Prise en charge, que ce soit neurologique, évaluer le patient cliniquement, profondeur du coma, l'état du pipi, est-ce qu'il y a d'autres signes, convulsions ou autres signes. Bien sûr, prise en charge, c'est il faut protéger les voies aériennes, arrêter les convulsions, intuber, ventiler le patient, traiter tout ce qui est métabolique, tout ce qui est hydroélectrolytique et sédation, bien sûr. Prise en charge hémodynamique, c'est en fonction de, par exemple, devant des troubles de rythme, que ce soit une tachycardie, une bradycardie, TSV ou bien une TEV, ça dépend des signes cliniques. Est-ce que je vais donner, par exemple, est-ce qu'elle est tolérée ou non hémodynamiquement? Est-ce que je donne l'atropine, l'adrel, ou bien est-ce que je vais donner, par exemple, des anti-arythmiques ou bien carrément une cardioversion, que ce soit médicamenteuse ou électrique. Par exemple, en cas d'instabilité, une hypotension, donc c'est en fonction de l'évaluation clinique et échographique, est-ce que ça va être un simple remplissage ou bien le recours au vasopresseur ou inotrope. Bien sûr, prise en charge respiratoire, protéger les voies aériennes. Est-ce qu'on doit intuber, que ce soit invasif ou non? Bien sûr, traitement. Est-ce qu'elle a une pneumopathie d'inhalation ou non?
est-ce qu'il faut donner de l'antibiotique, est-ce qu'il faut donc bien sûr sédater ou non, traiter ben, tout ce qui est donc faire gazométrie, corriger tout ce qui est acide base, tout ce qui est hydroélectrolytique, tout ce qui est métabolique. Bien sûr, à côté de ça, il ne faut pas oublier donc le foie, le rein, l'hémostase et les autres organes. Ça, c'est traitement symptomatique. Après, on a le traitement évacuateur, essayer d'évacuer le produit. Alors, du tube digestif ou bien décontaminateur du tube digestif. On a tout ce qui est charbon activé, bah, tout ce qui est plutôt les laxatifs, l'irrigation intestinale, c'est pour activer le transit. On a les vomissements provoqués à oublier. Bien sûr, on a le charbon activé et le lavage gastrique. Pour le traitement épurateur, c'est pour épurer le corps, le sang de la substance toxique. Bien sûr, en premier, c'est l'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est une intoxication qui est grave avec une élimination rénale altérée. S'il y a une insuffisance rénale aiguë, ou bien, par exemple, s'il y a une intoxication avec une acidose profonde, bah, c'est en fonction de tableau. S'il y a une indication à l'hémodialyse, il faut brancher le patient à la machine et le dialyser. Bien sûr, si on n'a pas de machine d'hémodialyse, si on a de l'HDF ou bien de l'hémodiafiltration, on peut l'utiliser en absence de dialyse. Pour tout ce qui est exsanguinotransfusion, c'est à garder en cas de, pour les cas de d'hémolyse intravasculaire ou bien liée à une intoxication grave ou bien une méthhémoglobinémie qui ne répond pas au traitement, qui ne répond pas au traitement symptomatique, et plasmaphérèse, il n'y a pas d'indication à oublier dans tout ce qui est intoxication. À côté de tout ça, de traitement symptomatique, évacuateur et le traitement épurateur, on a le traitement spécifique ou bien l'antidote. C'est clair jusqu'à maintenant pour le traitement? Alors, pour l'antidote, c'est quoi l'antidote? L'antidote? Alors, l'antidote. Qui dit antidote? Antagoniser l'effet. C'est un médicament qui va être capable d'antagoniser l'effet du médicament en modifiant soit la cinétique, soit diminuer, donc soit modifier la cinétique du médicament, de la substance toxique, soit le métabolisme, soit diminuer, soit agir au niveau des récepteurs. C'est pour diminuer les effets. Alors, et là, donc, bien sûr, il peut améliorer le pronostic vital ou fonctionnel, mais malheureusement, des fois, on n'a pas d'antidote. C'est l'indication ou bien c'est l'importance du traitement symptomatique. Ici, c'est un schéma qui montre comme quoi donc, les sites d'action de l'antidote, soit, je viens de dire ça, soit il va agir sur la cinétique du produit, c'est-à-dire bien de la substance active, donc soit le métabolisme, donc soit il va empêcher des réactions enzymatiques, ou bien il va activer l'inverse des réactions enzymatiques, donc il va agir sur soit le métabolisme, soit sur l'élimination du produit, soit au niveau de la cible, c'est-à-dire par exemple au niveau des récepteurs. Il va empêcher que le produit arrive et se fixe sur les récepteurs. Alors, l'indication d'un antidote, ça dépend bien sûr de la durée d'action respective du toxine et de l'antidote, de risque et de iatrogénie et de la disponibilité et du coût. Disponibilité de coût, elle est claire. L'iatrogénie, par exemple, c'est là des effets secondaires. L'antidote, c'est là des effets secondaires. La durée d'action de toxique et de l'antidote.
Par exemple, des fois, on a un produit qui a une durée d'action de 5 minutes, alors que l'antidote, elle a une durée d'action de, par exemple, 1 minute. Bah, si je donne l'antidote, bah, il y a le risque, on peut dire, que d'apparition de symptômes. Donc, je dois donner l'antidote, des fois donner d'autres doses en attendant d'éliminer tout le produit ou bien de passer la durée d'action du produit toxique. Alors, le premier, donc on va voir quelques antidotes disponibles. Flumazénil. Alors, flumazénil, c'est l'antidote de quel produit? C'est surtout, on l'utilise en cas d'intoxication aux benzodiazépines. Donc, en cas de intoxication au benzo, c'est on a un coma nécessitant ou non une ventilation. C'est un patient qui est comateux avec donc une notion d'intoxication au benzo. Donc, il faut antagoniser par du flumazénil. Alors, flumazénil, elle a des contre-indications quand même. C'est l'antécédent d'épilepsie, c'est l'intoxication associée aux antidépresseurs et bien sûr, c'est une allergie. Les effets, c'est surtout des effets de soit donc neurologiques, agitation, convulsion, palpitation, tremblement, de tableau digestif et bien sûr le sevrage. Alors, pour devant un coma qui est indéterminé chez un patient pour lequel une intoxication est aux benzodiazépines est donc suspectée, on donne de flumazénil. Alors, on donne 0,3 mg, c'est comme une dose de charge par minute. Puis, on peut donner 0,1 mg par minute jusqu'à donc le réveil du patient, mais sans dépasser 2 mg. Si on arrive à 2 mg et le patient il ne reprend pas de conscience, ça veut dire qu'il y a autre chose. Rechercher autre chose. Alors, ça, c'est le flumazénil. Donc, flumazénil, c'est l'antidote des benzodiazépines. C'est on suspecte une intoxication aux benzodiazépines antagonisée avec du flumazénil. Bien sûr, la dose, c'est 0,3 mg, puis dose de charge par minute, puis on réinjecte 0,1 mg par 0,1 mg par minute sans dépasser 2 mg. Si on arrive à 2 mg et le patient il est toujours inconscient, pensez à autre chose ou bien à autre produit. Alors, il faut faire attention aux contre-indications, je viens de dire ça. Attention à l'iatrogénie, attention aux effets secondaires des antagonistes. Je peux donner le produit, antagoniser la substance toxique, mais favoriser d'autres complications liées à l'antidote. Donc, il faut faire attention, il faut chercher s'il y a des contre-indications à l'antidote donné. Alors, pourquoi 0,3 après 0,1, 0,1? Je viens de dire ça aussi. C'est pour dépasser avec la durée d'action du produit ou bien de la substance toxique. Alors, le glucagon. Le glucagon, en général, on le donne en cas d'intoxication bêta-bloquant parce qu'il a un effet qui est chrono-inotrope positif, à l'inverse des bêta-bloquants. Bien sûr, les contre-indications, c'est l'hypoglycémie alcoolique ou bien au sulfamide, c'est l'insulinome, glucagon et le fiocron. Les effets secondaires, c'est nausées, vomissements, hypocalémie, poussée hypertensif et bien sûr l'allergie. En pratique, c'est un bolus de 5 à 10 mg suivi d'une infusion de 1 à 5 mg heure. Donc 5 à 10 puis 1 à 5 mg heure. Insuline glucose, c'est l'intoxication aiguë, par exemple par les inhibiteurs calciques en complément de d'autres thérapeutiques, bien sûr symptomatiques et tout. Alors la contre-indication, c'est l'hypoxie et bien sûr l'hypoglycémie plutôt et l'hypersensibilité. Les effets secondaires, c'est l'hypoglycémie, c'est pourquoi on perfuse de glucose hypertonique, l'hypocalémie et l'allergie. Un bolus de 10 unités suivi donc de vitesse de 0,5 unités par kilo par heure. Et bien sûr, attention aux hypoglycémies, sinon on associe du glucose hypertonique. Celle de sodium hypertonique, ça c'est que ce soit lactate ou bien bicarbonate de sodium que vous voyez au service. Alors, c'est surtout lorsqu'on a des troubles des intoxications avec des troubles de conduction intraventriculaire ou bien une hypotension, une instabilité. Les contre-indications, bien sûr, c'est la rétention hydrosodée, c'est l'hyperosmolarité, c'est l'insuffisance rénale, cardiaque ou bien syndrome audimateux. Les effets secondaires,
attention à l'alcalose métabolique, à l'hypokaliémie, l'hypernatrémie bien sûr, surcharge et l'hypocalcémie. En pratique, on donne 100 à 250, c'est des doses qui sont fractionnées. 100 à 250 de bicarbonate de sodium jusqu'à une dose totale de 750. Le N-acétylcystéine, bien sûr, c'est le fameux antidote de l'N en cas d'intoxication au paracétamol. Alors, lorsqu'il a une dose toxique qui est en général supérieure ou égale à 125 mg par kilo, alors ça, c'est pour antagoniser l'effet du paracétamol. Bien sûr, les effets secondaires, il faut faire attention aux réactions anaphylactiques. Surtout, il faut faire attention chez les patients asthmatiques ou bien qui ont déjà des terrains d'atopie. Alors, en pratique, soit on l'administre par voie, on peut l'administrer par voie veineuse, comme on peut l'administrer par voie orale. Bien sûr, si le patient elle est conscient, elle est bien portant, il protège ses voies aériennes. Par voie intraveineuse, on donne 150 mg par kilo en 1 heure, puis 50 mg par kilo en 4 heures, puis 100 mg par kilo sur 16 heures. Alors, au total, bien sûr, on doit couvrir les premières 24 heures. 150 mg par heure, puis 50 mg dans les 4 heures, puis 100 mg sur les 16 heures. Par voie orale, bien sûr, donc en l'absence de vomissement ou de charbon, on donne 150 mg, 140 mg par kilo, suivi de la moitié dose pendant les 72 heures. Alors, au-delà du 24 heures, ou bien si les signes d'hépatite sont déjà présents, bien sûr, on peut continuer l'administration pendant 300 mg par kilo par 24 heures jusqu'à la guérison. Pour l'intoxication au paracétamol, s'il vous plaît, il faut faire attention. Si vous avez un patient intoxiqué au paracétamol, des fois, initialement, on peut avoir un bilan qui est normal, azatalate. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il faut hospitaliser le patient. Des fois, on voit des patients qui aggravent ou bien qui commencent à aggraver le bilan hépatique dans les 48 heures ou 72 heures. Donc, minimum, il faut refaire le bilan les premières 72 heures avant de dire que le patient n'a rien, que le bilan hépatique est normal. Toujours, donc, chez le patient intoxiqué paracétamol, refaire le bilan hépatique avec le bilan d'hémostase pour détecter une hépatite ou une insuffisance hépatocellulaire et antagoniser, que ce soit par voie veineuse ou voie orale. Malheureusement, la voie veineuse n'est pas disponible, mais la voie orale, même la voie orale, on n'a pas l'antidote d'âme, mais qui est un produit des canatophes pour modifier les sécrétions donc bronchiques, c'est l'exomuc. C'est vrai, il faut donner beaucoup de sachets, mais il vaut mieux le donner alors que de ne rien donner. Donc, on calcule la dose, on calcule le nombre de sachets, des fois c'est 3 boîtes, 2 boîtes, et on le met dans de l'eau et on donne aux patients pour boire cette bouteille d'eau. Mais en vérité, on n'a pas le choix, c'est le produit qui est disponible. Naloxone. Alors, naloxone, c'est les intoxications aux opiacés, c'est les morphiniques. Bien sûr, lorsqu'il y a des troubles de conscience, les effets secondaires, c'est la somnolence, c'est la frustration, c'est l'angoisse à forte dose, c'est les convulsions, c'est les délires. Parfois, on peut avoir un laryngospasme, une réaction allergique et le sevrage. Bien sûr, pour la dose, on donne une IV lente, 0,1 mg par 0,1 mg, toutes les 2 à 3 minutes, jusqu'à disparition de la dépression respiratoire. Donc, lorsqu'on arrive à 2 mg, on a toujours des traitements respiratoires. Pensez à autre chose, bien d'autres produits qui est associé. Le bleu de Thylène, c'est en cas de méthhémoglobinémie qui ne répond pas au traitement symptomatique avec des signes d'hypoxie. Alors, pour les effets secondaires, les contre-indications, bien sûr, c'est l'allergie, c'est l'insuffisance rénale, le déficit en G6PD. Alors, les effets secondaires, c'est les tableaux digestifs, douleurs, nausées, vomissements, neurologiques, vertige céphalée, convulsions des foies, l'hypotension, la dyspnée. Alors, bien sûr, il y a la coloration des urines et de la peau. Alors, bien sûr, l'SPO2, donc, des fois, il est faussement élevé et l'hémolyse s'il y a déficit en G6PD.
Alors, la posologie, c'est 1,2 mg par kilo en 2 minutes, donc par, bien sûr, IV. Une deuxième perfusion de 1 mg kilo peut être réalisée, mais il ne faut pas dépasser 7 mg kilo. En cas d'échec, donc une poursuite de l'absorption est là. Donc, convient soit bien sûr bien en cas d'épiphyse G6PD, pensez à autre chose, donc que ce soit la dialyse ou bien l'HDF. Alors, l'autre antidote, alors l'octréotide ou bien avec sandostatine, bah, c'est l'intoxication au sulfamide, c'est les antidiabétiques oraux à base de sulfamide. Bien sûr, les contre-indications, c'est la femme enceinte et la réaction allergique. Les effets, c'est l'irritation, c'est l'irritation cutanée, c'est les troubles digestifs, c'est l'hyperglycémie et bien sûr, c'est la cétolyse hépatique. En général, c'est 50 à 100 gamma toutes les 8 à 12 heures dès la constatation de l'hypoglycémie, bien sûr, à l'administration glucosée et surveillance des glycémies au moins 12 heures après. L'anticorps antidégétalique, c'est l'intoxication par les digétaliques. Bien sûr, les effets secondaires, attention surtout à l'insuffisance cardiaque, à l'hypocalémie et à l'effet rebond. Bien sûr, neutralisation soit donc équimolaire lorsqu'il y a un ensemble de signes, donc on donne 1 mg. Ou bien semi-molaire, c'est lorsqu'il y a donc un ensemble de signes, c'est moitié dose. L'atropine, bah, c'est l'intoxication digétalique en général, alors ou bien les organophosphorés. Pour les contre-indications, c'est le glaucome, c'est l'hypertrophie prostatique, c'est le myasthénie. Il faut faire attention chez les sujets âgés, les coronariens, les asthmatiques, les insuffisants hépatiques et bien sûr en cas d'hyperthyroïdie ou d'hyperthermie. Les effets secondaires, c'est les troubles de rythme, c'est l'angor, c'est les hallucinations, les délires, les confusions, le coma. Et bien sûr, c'est la diminution des sécrétions de l'organisme avec diminution, voire blocage de la sudation. Alors que tout ce qui est contraction, c'est en cas d'intoxication aux organophosphorés, c'est le fameux antidote des organophosphorés. Alors, pour les effets secondaires, c'est les troubles visuels, à côté des céphalées, tachycardie, malaise, vertige. En pratique, c'est 1 à 2 grammes. Pour 12 poids, c'est 300 mg par kilo sur 30 minutes. Et c'est nécessaire, on peut continuer 500 mg par heure en perfusion continue. Chez l'enfant, c'est 20 à 40 mg sur 30 minutes. Et bien sûr, après, c'est 8 à 10 mg par kilo par heure. Alors, le diazépam, c'est l'intoxication au chloroquine. C'est un protocole associant, bien sûr, la ventilation, bien sûr, diazépam. Donc, dans ce cas, il a montré, donc, en cas de facteur de mauvais pronostic, donc, soit une instabilité hémodynamique, soit des troubles de rythme, on associe les deux. Donc, bien sûr, c'est la ventilation, l'adré et le diazépam. Vitamine K, c'est l'intoxication, bien sûr, en cas des AVK, les vaccins des AVK. Il faut donner de la vitamine K, même si elle a un délai d'action qui est un peu prolongé de 6 heures, mais il faut le donner. Et après, donc, donner soit des PFC, soit de l'octaplex, c'est des facteurs pour améliorer l'hémostase et arrêter le saignement. Bien sûr, ça, c'est tout ce qui est antidote, c'est pour ces substances, c'est pour antagoniser l'effet de toxines, l'effet de la substance toxique, que ce soit agir au niveau du métabolisme, la cinétique, ou bien l'élimination, ou bien voire même au niveau du site d'action. Avant de choisir ou bien avant de donner l'antidote, bien sûr, il faut vérifier avant tout le coût, la disponibilité, vérifier s'il a des effets secondaires, s'il a des contre-indications et bien sûr, tenir toujours, garder en tête qu'il faut faire attention à la durée d'action du produit. S'il a une durée d'action qui est prolongée, donc il faut soit maintenir en perfusion continue, soit réinjecter, redonner d'autres doses pour dépasser la durée d'action. Les antidotes, on a plusieurs. On a par exemple le mazénil en cas d'intoxication au melzo. On a par exemple naloxone en cas d'intoxication au morphinique. On a par exemple tout ce qui est atropine, tout ce qui est alcalinisation. On a beaucoup d'antidotes. C'est l'antidote, c'est en fonction de la substance toxique. Mais toujours évaluer bénéfice-risque de l'antidote.
Bah, les antidotes et les doses, surtout les doses, il faut les apprendre par cœur. Et devant tel ou tel, c'est quel antidote il faut donner. C'est clair pour les traitements spécifiques ou bien l'antidote? Alors, bien sûr, à côté du traitement symptomatique, évacuateur, épurateur et spécifique ou l'antidote, n'oubliez pas la prise en charge psychiatrique. Un patient qui tente, surtout je parle dans le cadre des tentatives de suicide, un patient qui tente de se suicider, il va refaire la tentative. C'est sûr qu'il va refaire la tentative. Donc, s'il te plaît, en sortant de l'AREA, des urgences, n'oubliez pas la prise en charge ou bien le rôle du psychiatre. Bien sûr, donc, c'est un petit mot pour tout ce qui est prise en charge plutôt psychiatrique, bien sûr. Donc, il faut avoir un lien solide entre le médecin, psychiatre et le patient pour faire le suivi. L'hospitalisation, elle doit être mise en place lorsqu'il y a donc absence de toute critique de l'acte et persistance des dièses, parce que le patient, c'est là toujours, s'il ne critique pas, il ne dit pas ah, j'ai regretté de faire ça, il ne fallait pas faire ça, c'est là toujours les idées suicidaires, s'il est convaincu de ce qu'il est en train de faire, ça c'est une indication de l'hospitalisation. L'anxiété majeure, troubles psychiatriques manifestes, par exemple des conduites addictives massives, l'événement traumatique modifiant donc le patient, par exemple décès d'un proche ou bien elle a vécu quelque chose qui est vraiment traumatique, sortie récente d'une hospitalisation psychiatrique et après cette sortie, elle a fait une tentative de suicide, absence de ressources possibles, bien sûr, c'est là de l'entourage, bien c'est un sujet isolé, la pauvreté, la précarité, et bien sûr, c'est le sevrage méconnu. Ça, il faut, si le patient présente un de ces critères, il faut l'hospitaliser, le traiter, il ne faut pas le lâcher comme ça, sinon il va refaire les tentatives jusqu'à, bien sûr, un jour, il va réussir la tentative et décéder malheureusement. Alors, un petit mot pour les centres antipoison. Les centres antipoison doivent, c'est des centres qui servent pour donner de l'information et de toxicovigilance. Bien sûr, par exemple, si on a un patient qui a pris on a une idée sur le produit, on peut les appeler pour avoir des informations sur la substance toxique, sur le site d'action, sur les effets secondaires, qu'est-ce qu'il peut donner, s'il y a un antidote pour les prélèvements screening toxicologiques. Ça, c'est ce qui est écrit sur ce dépôt. Donc, identifier des situations à risque ou d'intérêt en termes de santé publique. Bien sûr, s'il y a des produits qui se répètent, par exemple, à un certain moment, il y avait une tendance de ce qu'on appelle check-out. Il faut toujours aviser le centre antipoison comme ça pour prendre des précautions, par exemple, la retirer du marché. Alors, recenser des toxines nouveaux ou inconnus, par exemple, s'il y a une intoxication récente donc qui n'est pas habituée, par exemple, un jour, une intoxication à la colchicine, évaluer les effets de mesures préventives, bien sûr, c'est pour donner une idée sur le traitement, l'antidote et tout, et évaluer l'efficacité de ce traitement. Alors, pour les enfants, bien sûr, c'est surtout chez le bas âge, c'est surtout accidentel. Alors, plus on avance dans l'âge, plus c'est volontaire, c'est dans le cadre des tentatives de suicide. Intoxication, ça reste grave et nécessitant bien sûr une surveillance en unité de réanimation. 2 pics, 36 mois et 14 ans, bien sûr, soit accidentelle, soit volontaire. Le sexe masculin est prédominant. L'ingestion, elle est accidentelle et le féminin, c'est plus volontaire. Chez le masculin, c'est plus accidentel, alors que chez les jeunes femmes ou bien les filles, c'est plus volontaire, surtout l'âge de l'adolescence. Mortalité reste faible, mais plus on augmente l'âge, plus elle augmente. Critères d'admission-réanimation sont les mêmes que l'adulte. Alors, pour les toxidromes, c'est presque la même chose. Et pour même tout ce qui est bilan, tout ce qui est investigation, c'est la même chose. Alors, décontaminer, éliminer le toxique sont aussi identiques, avec certaines particularités pour la posologie. Et pour la prise symptomatique, pas de spécificité. Alors, pour les antidotes, il faut faire attention juste aux doses. Alors, et pour conclure,
Alors, l'intoxication grave nécessite une surveillance rapprochée en raison soit de la quantité, la formule, les symptômes, le terrain ou le délai. Même un patient asymptomatique à la découverte peut être gravement intoxiqué par la suite. Le diagnostic d'intoxication ne peut être porté que si toute cause non toxique a été éliminée. Donc, ça reste un diagnostic d'élimination. Alors, il faut éliminer tout ce qui est cause organique. Examen clinique constitue la clé plutôt de voûte pour la démarche diagnostique. Le CG est systématique. Examen bien pour confirmer ou éliminer l'origine toxique. La biologie, il faut le faire pour adapter le traitement, suivre l'efficacité de traitement. Il ne faut pas oublier l'analyse toxicologique, même elle est de faible rentabilité. L'importance du traitement symptomatique, tout ce qui est évacuateur, épurateur, antidote est rarement urgent, mais il ne faut pas oublier l'importance du traitement symptomatique et bien sûr, n'oublie pas le psychiatre. Alors, l'intoxication, ça reste bien sûr un diagnostic fréquemment observé au service d'urgence et de réanimation. L'intoxication grave, il peut soit lié au terrain, lié à la substance, lié à la quantité ou bien un retard de prise en charge. Tout patient intoxiqué, il faut l'hospitaliser systématiquement. Toujours, ça reste un diagnostic d'élimination, éliminer tout ce qui est organique avant de dire que c'est une intoxication. Faire donc l'importance de traitement symptomatique. L'opérateur, il faut donc les faire, mais après, s'ils ne sont pas donc disponibles, c'est l'importance de tout ce qui est symptomatique. L'analyse toxico, prélever du sang, des urines, faire un bilan biologique, le reste des investigations pour confirmer ou éliminer l'origine toxique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de brancher le malade avec un psychiatre à la sortie et à la fin de l'hospitalisation. Et merci pour votre attention. Et je m'excuse une autre fois pour le retard au début et le problème que j'avais au début de la présentation. Merci. Si vous avez des questions, marhaba. Vous avez des questions? Merci à vous.